Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre table ronde des 16 leaders que je suis très content d'animer en ce premier trimestre de l'année 2022. Je suis Billy Oriental, responsable de l'activité commerciale pour LinkedIn Sales Solutions au sein du groupe LinkedIn France. Chez LinkedIn Sales Solutions, nous portons des thèmes qui sont vibrants, très impactants pour les acteurs du marché, tant au niveau de l'activité commerciale qu'au niveau des acheteurs, donc ces organisations qui se retrouvent en face des commerciaux, en face de votre proposition de valeur et qui souhaitent donc s'assurer d'obtenir le niveau de valeur escompté et d'avoir le bon niveau d'échange afin qu'on puisse harmoniser ce fameux thème qu'est celui de l'engagement commercial, ce fameux thème qu'est celui d'une approche commerciale moderne. Je suis donc accompagné de Nicolas Liou du groupe Cégide. Nicolas, bonjour. Bonjour Billy. Merci énormément de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui en présentiel. C'est un plaisir, et un vrai plaisir, vraiment authentique. Nicolas, est-ce que je peux te demander tout d'abord de te présenter également, de nous présenter le groupe Cégide, voilà, qu'on arrive à voir un petit peu l'ampleur que Cégide a pris aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, moi je suis Nicolas Liou, j'ai rejoint Cégide il y a à peu près 3 ans, après une longue carrière chez Xerox, à la fois dans la vente et dans le marketing, c'était intéressant également comme approche. Et puis j'ai rejoint Cégide, qui est un éditeur de logiciels de gestion pour les entreprises, avec des spécialisations à la fois dans le domaine de la finance, sur le RP bien sûr, sur des logiciels de taxes, de trésorerie, sur la division ressources humaines, avec la gestion de talent, gestion de la paye, ou des secteurs un peu plus particuliers, le retail en France et à l'international, avec des solutions extrêmement innovantes dans l'omnicanalité. On a également notre historique au niveau des experts comptables, qui également s'étend sur toutes les petites entreprises. Donc c'est vraiment autour de solutions qui vont aider les entreprises à, on dit chez nous, ouvrir les possibles, être vraiment les partenaires dans les entreprises, peu importe leur taille, pour les aider dans leur transformation. C'est vraiment l'élément clé. Et donc j'ai rejoint Cégide avec la responsabilité de ce qu'on appelle le Sales Enablement et également le Channel Marketing et la formation des vendeurs. Donc j'ai un scope assez large, mais absolument passionnant. De notre côté, via notre fenêtre chez LinkedIn, étant au cœur de cette thématique en frontale de différents acteurs sur le marché, de toute taille, que ce soit des startups, des PME, des ETI ou des grandes entreprises. Sur ces 2 dernières années, on a observé différentes phases avec l'arrivée de Covid et ce nouveau challenge et ce nouveau normal dans lequel nous nous retrouvons tous. La phase de choc, ou plutôt je devrais dire peut-être même l'électrochoc, évidemment, qui a ensuite poussé les différents acteurs du marché à faire le pas vers le brainstorming, la réflexion, pour soutenir cette observation sur qu'est-ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons nous adapter, et enfin faire face à cette dernière phase qui était celle de l'action. Maintenant, facile à dire, évidemment, ou peut-être malheureusement, certains acteurs ont eu de sérieuses difficultés à réagir et vraiment prendre cette phase d'action dans le bon sens. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas simple, ça a été très compliqué pour tout le monde. Très compliqué, et de par ce que tu nous présentais là en ce qui concerne la manière dont Cégide s'est adapté à la situation, est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre observation de ce nouveau normal et comment vous l'avez adressé dans cette phase d'action? Alors, on a eu déjà une réaction très forte en fait de nos services DSI, de façon à équiper tout le monde pour que tout le monde soit en remote et extrêmement efficace. Donc ça a été un point important, parce que techniquement, si tu n'es pas capable d'équiper l'ensemble de tes collaborateurs pour travailler à distance, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on apprend à travailler différemment. Nos forces de vente n'étaient absolument pas adaptées à être à 100% évidemment en télétravail. Donc c'est une autre façon de travailler, une autre façon de pouvoir engager le marché
et également pour nos sales managers de comment je manage sans forcément être vraiment au plus proche et avoir également tous ces petits moments à la machine à café ou autre où bien j'échange sur ah tiens au fait tu te rappelles telle entreprise, etc. En fait ça devient moins spontané, plus structuré. Il faut qu'on apprenne à travailler avec ces outils de type Teams ou autres pour les intégrer dans notre façon de travailler. Et ça a été un apprentissage. Donc on a eu pas mal de sessions pour l'ensemble, pas seulement d'ailleurs des vendeurs, ça a été l'ensemble des collaborateurs derrière, hein, c'était une orientation globale en fait du groupe, mais effectivement ça a été un vrai changement. Absolument, absolument. Et effectivement, ce changement, comme tu le dis, il s'est opéré également au niveau, enfin, du côté des acheteurs. Donc, ces cibles potentielles que les organisations commerciales aiment approcher. On a observé une idée préconçue au départ qui était de se dire que voilà, les performances allaient décroître de manière significative, que les commerciaux ne pourraient plus faire de business à cause de ce nouveau format, que les acheteurs n'allaient plus s'y retrouver. Maintenant, lorsque nous regardons certaines statistiques, côté LinkedIn, supportées par CEB Gartner, également supportées par Forrester, ce sont à chaque fois les mêmes observations, tendances fortes que nous observons qui visent à dire que les acheteurs, en fait, ont bien pris en main ce nouveau normal, en ont trouvé beaucoup de bénéfices, puisque ça leur a permis, via le digital, d'avoir beaucoup plus de confort sur leur possibilité de prendre les bonnes décisions, être beaucoup plus sélectif sur les différents fournisseurs ou providers qui les approchent, et vraiment s'orienter, se focaliser sur la qualité de l'offre. Est-ce que vous avez observé quelque chose de similaire ? Ah oui, absolument. En fait, je pense qu'on n'a pas vraiment perdu d'affaires. Ce sont des affaires qui ont été plus gelées par manque justement de contact. Et puis, pour l'ensemble des entreprises, ça a été le cas d'ailleurs, c'est devant l'inconnu, je mets quel type de priorité. Et c'est ça qui a gelé pas mal de processus et de façons de travailler. Pour les vendeurs, ça a été comme cette relation vendeur-acheteur, en fait, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le Covid, en fait, a amplifié des choses qui étaient déjà là. Donc, des vendeurs qui étaient en retard sur leur modernisation de vente se sont trouvés encore plus en retard. Ceux qui étaient déjà sur « j'essaie de changer », j'essaie d'amener cette valeur, mais d'une manière différente, en utilisant les leviers numériques, ça, par contre, ça a été carrément différent. Là, les gens se sont vraiment trouvés dans leur zone de confort, et c'est pareil pour les acheteurs. Le phénomène est identique. L'humain va amener cette valeur, et tout ce qui peut se faire en digital sur de la data va être beaucoup plus en digital, va être beaucoup plus au travers d'emails, de vidéoconférences, etc. L'humain, la relation humaine, la relation qui va profiter du digital pour connecter ces deux sphères, je vais dire, d'un côté les commerciaux, les organisations commerciales, et de l'autre côté les acheteurs eux-mêmes. Effectivement, ce sont des tendances que nous observons au quotidien chez LinkedIn Sales Solutions. Et on a ce fameux thème que l'on entend de plus en plus, qui est celui du modern selling, également appelé social selling, également appelé digital selling. Comment est-ce que vous êtes approprié cette approche, puisque je parle de thème, mais c'est bien une approche dont on parle, programmatique. À quoi ça ressemble ? Alors, j'ai été embauché pour ça chez Cegid. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce service de Sales Enablement, qui est comment je travaille pour améliorer l'écosystème des vendeurs. C'est à la fois du contenu, des outils, de la data et une façon de travailler différente, avec des programmes, etc. J'ai pu travailler avec l'équipe pour monter cet environnement
au fur et à mesure. Et ça nous a énormément servi au moment justement de cette période de transformation Covid et maintenant post-Covid, parce que cet écosystème va devenir clé pour s'assurer que lorsque je contacte un acheteur, je suis véritablement avec un axe de valeur. Cette notion de valeur est primordiale. Hein. Il y a eu plusieurs stats qui sont sorties sur ça, notamment de chez Forrester, disant qu'en gros 20 à 25% des jobs de commerciaux vont être supprimés parce qu'ils peuvent être faits par du digital, tout simplement. Hein. Il faut vraiment garder en tête que l'humain, c'est ce qui amène la valeur. C'est le côté émotionnel, c'est le côté qui va amener de l'expérience et de l'expertise. Si j'amène juste de l'information, je n'amène pas de valeur. C'est ça qui est important. Et donc, cet écosystème travaillé par le job de Sales Enablement amène ces capacités en fait aux vendeurs. Peu importe que l'on soit sur du SMB ou du grand compte, après on a des outils un peu différents, on les utilise différemment, mais l'efficacité doit être dans ce sens-là. Et je dois bien aligner les éléments de proposition de valeur que j'ai en marketing avec les opérations, de façon à ce que l'expérience client qui est au centre de tout ça soit de très bon niveau. Alors, très bien. Donc, j'entends différentes choses. J'entends Sales Enablement. J'aimerais qu'on parle de ça quelques minutes de façon plus appropriée, parce que c'est un rôle effectivement que nous voyons côté LinkedIn comme se déployer de manière significative, qui a un accès direct au COMEX. Donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, s'il te plaît, Nicolas. Donc Sales Enablement d'une part. Également, j'entends l'approche digitale, j'entends le mot outil, donc on va appeler ça les technologies qui vont permettre de supporter ce que tu décris là, donc permettre aux équipes commerciales de s'assurer d'avoir le bon niveau de relation avec leurs cibles, d'amener le bon niveau de valeur. Okay, je pense que la technologie peut supporter cet enjeu. J'entends également, tu as mentionné marketing, donc encore une fois, chez nous, côté LinkedIn, nous sommes en frontal avec l'enjeu qui est celui de l'alignement entre les départements sales et marketing, un enjeu critique. Donc, 3 thèmes que j'aimerais qu'on décortique, si tu le veux bien, s'il te plaît, en commençant par Sales Enablement, puisque, encore une fois, il y a un enjeu à ce que différentes fonctions au sein d'une entreprise prennent le sujet en main pour éviter d'avoir une action en silo ou qu'un profil se retrouve isolé. Oui, je le rencontre également dans plein d'autres sociétés, je le vois en échangeant avec pas mal de collègues. On a souvent cet élément de travail en silo très marqué entre le marketing d'une part, la vente de l'autre, la partie technique IT également de côté. Chacun a ses objectifs, sa façon de travailler. Et si on ne fait pas l'effort d'aligner au moins ces 3 services, ça devient très compliqué. Le rôle de Sales Enablement, c'est pas juste de développer des outils, développer des contenus. Ça, c'est important, c'est une base. Mais l'objectif de Sales Enablement, c'est vraiment d'améliorer la performance commerciale. Donc d'étudier comment on peut aller chercher de manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus précise par rapport à la cible qu'on souhaite aller chercher, comment aller chercher plus d'opportunités. Des opportunités qu'on ne peut pas avoir de manière très traditionnelle, standard. De s'assurer que la valeur des deals, la valeur moyenne de ces deals, soit également de bon niveau, qu'on améliore notre taux de succès, parce que on doit pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que je gagne ou que je perde une affaire. Évidemment, si je demande au vendeur, il va dire c'est parce que le prix était trop haut, etc. Mais quand on recherche effectivement, l'expérience et la valeur qu'on amène est souvent très importante dans le jugement ou le choix en fait d'une solution. Donc, ce Sales Enablement se situe vraiment, c'est le pont entre les ops, les sales ops et puis le marketing. Souvent d'ailleurs, c'est une fonction qui peut être soit sous le management du CMO, soit sous le management des directions commerciales. J'ai plutôt tendance à dire que le bon profil, c'est un profil avec un background vente, parce qu'il faut avoir une crédibilité en vente et en sales management
mais travailler au sein de l'équipe marketing de façon à s'assurer que la qualité des messages et la consistance dans les propositions de valeur soient extrêmement bien transmises. C'est le modèle que nous avons chez Cegid et je travaille effectivement de manière très proche avec mes collègues sur l'ensemble des campagnes qui sont faites, des événements, et s'assurer que ce que l'on met en place pour que ce qui arrive dans les mains du vendeur soit de qualité. Ça, c'est toute notre partie système qui va bien l'intégrer. Donc, sur le volet justement de comment on travaille en fait entre ces différents services, ça a été un des points clés en fait de la mise en place. C'est s'assurer que d'un point de vue technologique, l'ensemble de notre CRM et tous les outils soient bien interconnectés. Ça a été essentiel de connecter LinkedIn Sales Navigator à l'intérieur de notre CRM, comme également les autres outils. On utilise des outils de marketing automation. L'ensemble des ce qu'on appelle les interesting moments soient bien capturés sur toutes les opportunités, de façon à ce qu'un vendeur puisse savoir sur tel compte qu'est-ce qu'il y a eu comme interaction et avoir une continuité dans l'histoire qu'on est en train de construire dans ce relationnel. Donc ça, c'est ce rôle de Sales Enablement, je le vois en train d'exploser en France. On voit plein d'annonces un peu partout. Souvent, les entreprises ne savent pas trop par quel bout je le prends. C'est de la vente, c'est du marketing, quelles sont les qualités qu'on doit avoir sur ça. C'est vrai qu'il y a un vrai travail d'abord de fond de jeu. Ça veut dire qu'il doit y avoir une source de documents. Quand on voit des stats comme 80% des ressources marketing sont jamais utilisées par les vendeurs, là, il y a un problème quand même. Il y a un vrai problème. Et souvent, dans les entreprises, ce que je vois, c'est les ressources sont un petit peu partout. Sont sur les laptops des vendeurs, sur un SharePoint ou autre. Donc, c'est comment je m'assure que, j'ai un seul endroit. Ça veut dire que l'ensemble des marketeurs, product marketing managers qui produisent des documents, les pre-sales, etc., ils les mettent au même endroit. C'est le même repository. Et moi, en tant que vendeur, je ne travaille plus avec la bonne vieille mallette en cuir et mes brochures avec les taches de café dans le coin. C'est une mallette numérique. Je dois avoir l'ensemble de mes ressources et des ressources modernes. C'est un e-book, c'est un playbook, c'est une vidéo, c'est un testimonial, c'est quelque chose qui va créer de l'émotion. J'essaie de vraiment expliquer aux vendeurs que ce qui crée le mouvement, c'est de l'émotionnel. Dans les 4 étapes du cycle de décision d'une personne, c'est le déclencheur, c'est notre cerveau droit, c'est l'émotionnel. Donc je vais aller chercher la personne sur un irritant, sur un souhait d'amélioration. Ça va être le côté qui est vraiment le côté humain. Par contre, je vais avoir ce côté rationnel où je vais avoir besoin d'avoir des outils qui vont rationaliser ce que je viens de créer en émotion, en motivation à bouger. Absolument. Tu vois ? Donc ça, en fait, ça passe par un développement bien aligné avec les services marketing, des outils tous interconnectés. Parce qu'on pourra parler de ça tout à l'heure, mais l'utilisation de la data va devenir clé dans le cycle de vente. Donc, on a plein de data partout, pas forcément dans le format adapté pour le métier du vendeur. Donc, il faut absolument qu'on arrive à avoir tout ça bien en place. Et à chaque fois, parce qu'il y a une technologie qui arrive tout le temps, il y a des inventions toutes les 5 minutes sur ça. Tiens, on va faire travailler les vendeurs avec la vidéo, ils vont envoyer et ils vont engager avec une petite vidéo où ils pitchent eux-mêmes sur tel truc, etc. Il y a plein de solutions qui existent qui sont vraiment fantastiques. Sauf qu'il faut que ça s'implique bien dans le schéma directeur que l'on a avec notre DSI. On a la chance d'avoir une DSI, nous, extraordinaire, et on travaille véritablement bien dans le même sens, c'est de développer ce business. En quoi ça a du sens pour développer le business ? Très intéressant, absolument intéressant. Merci pour cette précision et cette profondeur de partage, Nicolas. C'est absolument ce dont on a besoin dans cet échange, puisque, encore une fois, de notre fenêtre, étant en frontal avec les départements marketing, les départements commerciaux, également en face des DSI, puisque la force de proposition au sein de LinkedIn Sales Solutions essaye de faire un petit peu ce que tu décris là, c'est-à-dire harmoniser ces différents acteurs au niveau de leur approche
harmoniser la manière dont les différentes technologies vont s'intégrer les unes avec les autres. Donc, je pense, encore une fois, en répétant tes propos, comment une technologie va s'intégrer avec le CRM, retrouver ce 360, éviter d'avoir différentes technos en silo et avoir une organisation commerciale qui soudainement se retrouve en silo. Encore une fois, je me répète. C'est difficile quand même. C'est pas un point facile. En gros, j'ai envie de dire, essayez de faire dans vos entreprises un vie ma vie, quoi. Parce que quand je suis au service marketing et que j'entends les vendeurs parler du marketing, ils disent, oh les mecs, vous êtes bien tranquilles au chaud là, derrière vos trucs et vos écrans là, venez voir un peu la vraie vie, c'est pas ça quoi. Mes clients ils me disent pas ça quand même. Ouais. Et de la même façon, quand je vais voir les vendeurs, enfin que je vais voir les marketeurs, ils disent non mais attendez, vous pensez qu'on est juste en train de se tourner les pouces avec nos logiciels là. Nous on a fait un vrai travail d'étude de marché, de bien cibler les personas, de savoir exactement leurs pains et leurs gains, donc les irritants et puis les souhaits d'amélioration, et où est-ce que notre proposition de valeur va bien se câbler. Et on a développé sur nos campagnes qui vont générer ces leads quelque chose qui est très qualifié et scoré. Donc vous devez comprendre que nous, en marketing, on a fait cette révolution de bien structurer cette approche pour amener le maximum de valeur sur un ciblage bien déterminé. Et là, chacun en plus utilise ses propres termes. Donc moi, si j'ai un marketeur qui parle au vendeur, si le marketeur commence à dire « Alors oui, alors on est parti de Inquiries qui a fait ça, on est sur de l'AQL là, alors mais là tu es en MQL ou tu es en SAL mais c'est du chinois quand même pour un vendeur. Ouais. Et de l'autre côté, par contre, quand je suis au niveau de la vente et je dis, moi, je suis désolé, mais moi, là, j'ai besoin d'avoir un peu... c'est quoi les key selling points là, de mon produit, là les gars, si vous n'êtes pas capable de dire sur le marché en quoi, en dehors de la valeur globale que j'amène à mon client, où est-ce que j'ai mes points uniques de vente? Si je ne les ai pas, moi, ça va être compliqué quand même de comprendre comment je vais engager mon client. Et l'engager de manière scientifique. C'est là où, en fait, on commence à avoir cette évolution de la vente qui vient vers une professionnalisation. Ce point-là, il va devenir clé parce que comment j'arrive à engager... Je vais prendre différemment. Il y a une dernière stat de Forrester qui montre que le temps effectif d'un vendeur, c'est 25% de son temps. 25% de son temps. Je dis, waouh! Là, on a intérêt d'être bon sur le temps passé pour la vente. J'avais la même statistique à 28% côté LinkedIn en tête. Donc ça veut dire que si je fais monter mes vendeurs sur les étapes en haut de funnel, justement sur aller travailler et faire cette prospection, puisqu'on a tous en tête cette proportion de le pipe, j'ai un gros 35%, allez, on va pousser jusqu'à 40%. 40% du pipe qui est fourni par des campagnes marketing. Ok ? Ça veut dire que tout le reste, il est fourni par les vendeurs ou par ce qui est une dynamique un peu traditionnelle. Donc en général, on a un gros 50% qui doit être fourni par les vendeurs. Si le vendeur continue à faire juste sa prospection traditionnelle, avec le call calling ou avec ses visites directes, ou voilà, ça va être compliqué, parce que les schémas sont plus les mêmes. Ils se sont même amplifiés post-Covid. Ça veut dire que je dois avoir les techniques utilisées en marketing à disposition, mais simplifiées pour un vendeur. Sinon, il va passer trop de temps sur des étapes pas suffisamment productives. Et donc, sa performance commerciale, elle va être extrêmement dégradée. Extrêmement dégradée. Absolument. Et là, c'est là où, en fait, on a cette évolution de la vente qui va vers une professionnalisation des étapes de vente. Je pense qu'on est à l'aube d'une vraie révolution sur la vente, honnêtement. Je pense que le marketing a fait une grosse révolution. Le marketing en B2B, qui était derrière le marketing en B2C, a bien rattrapé dans plusieurs entreprises. Je pense que la vente, on va rentrer dans une ère très différente. Et le vendeur capable de faire du sol au plafond et en plus s'occuper de la prévente, des factures, etc., parce que c'est le seul contact qu'on a avec un client, ça, c'est terminé. C'est pas possible. Oui, d'autant plus que le contexte actuel va encore
rendre ce que tu décris là encore plus difficile. Mais encore une fois, la technologie dans ce que tu décris là, comment est-ce que vous avez réussi chez Cegid à... Moi, je suis très impressionné lorsque je t'entends dire que la DSI est impliquée avec ce niveau d'alignement, au niveau des execs également, car ce n'est vraiment pas, comme tu l'as dit, c'est difficile à faire. Et je te confirme que au travers de nos nombreuses conversations, ce sont des défis que les différents interlocuteurs nous disent sans tabou. Après, c'est une question d'humain également. Hein. Ça veut dire que également, si on a quelqu'un à la DSI, au marketing et au sales ops, des personnes qui sont ouvertes et comprennent. Il y a beaucoup d'évangélisation à faire en interne. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on rencontre tous comme challenge ? Quand je disais un peu ce vie ma vie, c'est un peu ça. C'est quoi tes challenges, toi, à la DSI ? Les gars, il y en a partout, quoi. C'est là, comme on disait avant, hein, c'est le CICOB, il y en a partout, quoi. Il y a plein de technologies de tous les côtés et rien n'est interconnecté. On le sait tous que la data est importante. Donc, le backbone un peu de tout ça, c'est comment on rassemble bien toutes ces infos pour les mettre dans un format utilisable. Si on ne fait pas l'effort de dire « Ok, j'ai vu un nouveau truc, là, c'est super sympa pour les vendeurs », au lieu de faire ce qu'on appelle un peu du shadow IT, hein, chacun le fait dans son coin, et puis j'ai un petit peu de budget, donc je vais acheter 2-3 softwares là-dessus, 2-3 trucs là-dessus. Ça va à l'opposé d'essayer de travailler ensemble pour construire cette circulation de data que l'on peut utiliser derrière. Donc, c'est des meetings réguliers tous les mois, c'est de l'évangélisation, expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton métier et pourquoi tu as des challenges comme ça. Et puis, c'est d'essayer d'avoir ces data, cette BI qui va vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe. Et qu'on regarde tous sur les mêmes chiffres, les mêmes observations. Et je pense que on a pas mal également d'activités un peu de codev, d'essayer de regarder comment on peut s'aider, avoir des angles de vue un peu différents. Parce qu'on a tous des challenges qui sont vraiment difficiles, ils sont compliqués, quoi. C'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un vrai process qu'on a chez Cegid d'essayer de mieux aligner tout ça. C'est une vraie volonté. Ça n'a pas que des côtés plus, hein. Il y a également des frustrations, hein. Il y a des frustrations chez nous, chez l'IT, dans les équipes Ops, etc. On ne peut pas toujours tout faire. Et puis on a également des contraintes budgétaires, parce que si on était sans limite, ça serait génial. Hein, mais, bien sûr. Je suis même pas sûr que ça serait génial. Et dans tout ça, les acheteurs sont de plus en plus stricts, si je puis dire. Donc, cet enjeu d'amener de la valeur, ça, avec tout ce travail de fond, comment est-ce que toi, tu l'observes chez Cegid ? Les résultats sont satisfaisants ? J'aime bien quand tu dis les acheteurs, parce qu'effectivement, c'est le problème. C'est le problème. C'est-à-dire que si j'arrive avec des approches de vente très traditionnelles, en fait, on est passé dans un monde où on a de plus en plus d'interlocuteurs sur une vente. Et oui. Avec des rôles différents, un champion, un influenceur ou autre. Donc ça veut dire que il faut vraiment que je sois en capacité le plus vite possible d'identifier la circulation de l'information au sein d'un compte. Quand je vais partager un contenu, typiquement quand je dis au vendeur, je dis donc on a une solution en interne qui est une mallette numérique et qui permet aux vendeurs de partager du contenu, de présenter et partager du contenu, et puis de suivre évidemment ce que fait le client avec, s'il le repartage à quelqu'un d'autre, etc. Je leur dis, mais vous devez absolument pas envoyer aucune proposition commerciale sans l'avoir passée au travers de cette solution-là. Parce que vous ne savez pas à quel moment le client a regardé vos documents, qu'est-ce qu'il a regardé, à quel moment est-ce qu'il a bien capté votre argumentation, ou il est allé directement à la page financière parce qu'il n'y avait que les chiffres qui l'intéressaient, ou s'il l'a passé à quelqu'un d'autre, hein, puisque comme c'est un micro-site web, il l'a passé à une autre personne dans la société, et cette personne, vous ne la connaissez pas. Mais c'est clé. S'il l'a passé, ça veut dire que ça a de la valeur pour l'autre personne, et qu'elle va prendre part à la décision. Donc, quand j'ai ça d'un côté, je dis, tiens, je ne la connais pas. Première réaction à avoir, vous allez sur LinkedIn. Vous allez regarder cette personne-là,
au sein de l'entreprise, elle fait quoi? Elle vient de quelle entreprise? Puisqu'on sait que beaucoup de cadres ont énormément bougé ces dernières années, et encore plus au moment du Covid, et on voit que le marché actuellement en France est très, très dynamique. Ça veut dire qu'une personne qui était dans une entité cliente peut se retrouver dans une entité prospect dans 2 mois et peut être un allié pour bien comprendre comment on peut amener de la valeur dans cette entreprise. Absolument. Donc, c'est en cela que l'interconnexion en fait, de l'ensemble des outils et de cette data commence à prendre vraiment une approche beaucoup plus scientifique. Et donc, je dois utiliser cette data pour mettre à profit le côté émotionnel de quand je vais rencontrer une personne en face à face, j'ai le privilège d'avoir un peu de temps de mon client, quoi. C'est vraiment un privilège. Et une stat qui m'avait vraiment choqué de chez Forrester, qui était que seulement 15% des acheteurs reconnaissent avoir eu une expérience à valeur ajoutée avec un vendeur. Ça tue. Alors, Nicolas, je me permets de double-cliquer à nouveau. On parle de l'importance des données, des data. On parle de l'enjeu d'harmoniser les différents systèmes, d'arriver à ce niveau d'intégration des différents outils mis en place. Qu'en est-il du mesurement? Comment est-ce que vous mesurez tout cela? On parle également de valeur ajoutée. Donc, le mot-clé que j'ai en tête tout de suite, que j'entends constamment, c'est le ROI, le retour sur investissement. Alors oui, c'est un point très important parce que c'est souvent celui qui est le plus complexe en fait à mettre en place. Ajouter des tas d'outils, des tas de programmes, de software, etc., c'est pas très compliqué. Mesurer quel est l'impact sur la performance commerciale, ça c'est plus compliqué. Quand on a mis évidemment le programme social selling en place, on a, comme toutes les entreprises, les KPIs traditionnels. On met un niveau du SSI à 60, on dit, voilà, si vous êtes en dessous de 60, honnêtement, vous ne jouez pas, etc. On regarde le nombre de visites, d'engagements via les emails, etc. Ça, c'est super, ça nous donne les KPI de usage. Donc ça, c'est vraiment important de les suivre. Mais comment j'arrive, c'était ma vraie question, c'est comment j'arrive à prouver que mon programme crée de la valeur, va chercher des opportunités, va chercher du business. Ce qu'on a fait, c'est que justement de par l'intégration de Sales Navigator dans notre CRM, on a croisé les datas. Et mensuellement, on est en train de croiser, et vous voyez, c'est là l'intérêt d'apprendre également les uns des autres. Quand on fait des campagnes marketing et qu'on fait du marketing automation, on va scorer également tous les moments où on a eu des interactions. Eh bien, en fait, on a pris le même raisonnement. Sur le programme Social Selling, je vais mesurer, avant la création d'une OPI dans la CRM, combien d'interactions il y a eu au niveau des médias sociaux et notamment de LinkedIn. Et donc ça, je vais le scorer. Et évidemment, si j'ai eu juste une demande de connexion, juste avant de créer l'OPI, je ne vais pas considérer que ça a été sourcé par du social selling. Par contre, si j'ai 1, 2, 3, 4 avec un partage de contenu, des interactions, du dialogue, des commentaires, etc., là, j'arrive à un score que on s'est mis une grille en fait. Dès qu'on atteint 50 points, on considère que si on a eu 50 points avant la création de l'OPI dans la CRM, on la considère comme sourcée. Et on est capable maintenant de le déterminer au niveau d'une équipe, au niveau d'un vendeur, et on regarde justement par comparaison à ceux qui n'ont pas de licence Sales Navigator, parce que on ne diffuse pas ce genre d'outils à n'importe qui. Si quelqu'un n'utilise pas correctement cet outil, ça ne sert à rien, c'est qu'il n'a pas besoin, etc. Mais on est capable maintenant de démontrer le pipe sourcé et le pipe influencé. C'est-à-dire qu'après qu'une OPI a été créée dans la CRM, quel type d'activité il y a et comment ces activités influent sur la durée du cycle de vente. Donc extrêmement intéressant sur le retour sur investissement. Parce que là, on est vraiment très pragmatique et on prend les mêmes mesures que ce que l'on fait dans le marketing pour mesurer l'efficacité de notre lead generation. Donc c'est un point très important sur le retour sur investissement. Parce que là, maintenant, on arrive vraiment à avoir les chiffres qui sont intégrés dans nos dashboards, d'ailleurs, de reporting.
C'est passionnant et je pense que c'est un sujet de prédilection pour énormément d'utilisateurs. Euh, Comment mesurer au bon niveau? Et ce que j'entends là de ta part, chez Cegid, vous avez réussi à pousser un petit peu la limite et la précision des informations obtenues. Et ça, c'est via l'intégration, la synchronisation. L'intégration donne cette capacité à la data de donner beaucoup plus d'éléments de retour sur investissement, d'analyse, et où est-ce qu'on fait bouger l'aiguille, en fait. C'est très intéressant. L'année dernière, donc sur l'année 2021, LinkedIn a mis à disposition un rapport qui s'intitule Les tendances des ventes en France en 2021. Donc, effectivement, j'essaie de supporter la stat que tu soulèves là. Ce que j'ai lu, ce que nous avons lu via cette étude qui a impliqué un échantillon de 1000 participants, 500 commerciaux, 500 acheteurs. 77% des acheteurs interrogés ont considéré que les commerciaux qui les approchent ne comprennent pas véritablement leurs besoins. Ah, ça, c'est un point que j'adore, celui-là. Donc, c'est vraiment pour supporter ton observation sur, d'une part, le fait qu'il y a beaucoup plus d'intervenants désormais dans un cycle de vente. Chez nous, on voit ce nombre monter à 7, 8 intervenants dorénavant. Ouais, ouais. Comme tu l'as mentionné également, ces profils-là qui peuvent être des acteurs clés pour driver la décision ont tendance à changer de rôle beaucoup plus rapidement qu'auparavant. On appelle ça chez LinkedIn via une autre étude le grand remaniement. Le terme est anglo-saxon, mais c'est le Great Reshuffle. Ouais. Donc on rabat les cartes. Voilà, tout ça, c'est lié aussi au contexte macro actuel. Mais quoi qu'il en soit, ça rend cet enjeu d'amener de la valeur beaucoup plus difficile. Et là, effectivement, la technologie joue un rôle. Alors, la technologie, elle est super importante. Elle va devenir un impondérable pour pouvoir positionner la valeur au bon endroit, dans le bon format et devant la bonne personne. D'accord ? Il y a une chose, par contre, que je trouve... C'est peut-être culturel, d'ailleurs. Je trouve les vendeurs pas suffisamment curieux. En fait, la vente, c'est de l'humain avant tout. Même si on va mettre beaucoup de technologie autour, c'est de l'humain, c'est du relationnel. Bien sûr. Et soyez curieux, intéressez-vous. On échangeait la dernière fois sur un peu les bonnes et mauvaises pratiques commerciales. Pour moi, la mauvaise, c'est « Bonjour, monsieur le client, j'ai un nouveau produit, regardez, il fait ça, 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 ça. » Ça, c'est... Qu'est-ce que j'apporte là ? Rien, que dalle. C'est vraiment... Restons d'abord pour essayer de comprendre la personne en face de moi. Elle a déjà, en fonction de ses niveaux, si c'est un C-level, un D-level ou un utilisateur, ils vont avoir des besoins très différents. Le C-level, il va être beaucoup plus stratégique sur qu'est-ce que je vais lui apporter dans la transformation de son entreprise stratégiquement. Sur le D-level, on va être beaucoup plus comment ça s'intègre dans les priorités qu'il a par rapport à lui-même. Donc mon engagement, en fait, il va être très différent. Et je dois absolument aller chercher toutes les informations qui vont faire que ce premier contact, qui est compliqué, va avoir de la valeur ajoutée. Ça, c'est la data que je vais avoir, c'est la data, les informations que je vais trouver sur LinkedIn, les informations que je vais trouver sur leur site web, la stratégie, etc. Je m'intéresse aux clients de façon à mieux comprendre. Et honnêtement, chacun a des jobs extrêmement... Peu importe l'industrie, le secteur d'activité, tout le monde est en pleine transformation digitale. Tout le monde est pris dans ces transformations de métiers. Et c'est passionnant. C'est plein d'opportunités. C'est génial à voir. Et là, intéressez-vous. Vous allez voir, vous allez devenir intéressant. Très bien. J'aime la tournure. J'aime beaucoup la tournure. Lorsque tu penses à la structure d'une organisation commerciale, est-ce que tu observes des rôles qui sont désormais beaucoup plus importants qu'auparavant ? Il y a des terminologies comme... alors on connaît les farmer hunters, grand classique.
commercial terrain, inside sales. Je vais les catégoriser comme étant des classiques également. Qu'est-ce qu'il en est de rôles type SDR? Est-ce que tu vois d'autres rôles, des rôles comme CSM, Customer Success Manager? Est-ce que tu observes des rôles comme ça qui... J'observe déjà qu'on aime bien les acronymes. Oui, oui, c'est vrai. On en met partout. Non, ce qui est assez remarquable, c'est que, et c'est là où soit je disais tout à l'heure qu'on est, je pense, à l'aube d'une grosse révolution. La vente sur du B2B va avoir tendance à se professionnaliser et à avoir des domaines d'expertise. On l'a vu tout à l'heure, l'engagement client est compliqué. La prospection est compliquée. On le voit encore un petit peu, il y en a un peu partout. On est encore tous appelés pour l'assurance, pour le cold calling. Il est pas mort. Il est mort par contre dans ce format, j'ai envie de dire microcéphale, quoi. Je connais pas la personne, j'appelle, c'est le 1% du schmoll, etc. Ça, c'est pas possible, ça. Non. Ça, honnêtement, c'est ce qui a desservi la profession de vente. Je pense que ça a cassé et mis également des générations de jeunes à dire non, moi la vente c'est pas pour moi. Non, je vais aller faire du marketing, c'est plus noble. Mais c'est extraordinaire la vente, c'est vraiment le relationnel. Par contre là, on est en train de passer à une professionnalisation. Donc tu as pris le terme de SDR, effectivement, ce Sales Development Rep, c'est parti en fait de Californie sur les startups, sur je commence un business. Comment je peux aller chercher ce pipe? Comment je peux aller chercher rapidement quelques affaires pour pouvoir enclencher un peu mes idées de business et de développement? Donc en fait, on met une personne qui est en général un profil vendeur. C'est un métier compliqué, mais on va l'équiper en technologie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être un spécialiste de l'engagement. Et il va avoir un outil qui va faire du séquençage. Donc il va passer, comment vous l'imaginez? Vous connaissez tu connais les restaurants japonais, tu sais, où tu as les plats qui passent et qui tournent? Eh bien, imaginez, c'est ça. En fait, le SDR va faire passer un certain nombre de contenus sous différents formats. Ça peut être un e-book, ça peut être une invitation à une web démo, ça peut être un playbook ou un customer testimonials, un cas client, etc., un peu sympa. Et au moment où le client réagit, ça veut dire que j'ai déclenché ce côté émotionnel. J'essaie de rentrer en contact avec lui pour savoir s'il souhaite un petit peu plus d'infos ou si on peut expliquer un peu de ça. En fait, ce rôle de SDR, un rôle d'expert dans son domaine, et il n'est pas là pour vendre. Lui, il est là pour enclencher ces éléments pour aider la personne à acheter. Donc, progresser dans ces étapes de vente. Et quand le client est assez mûr pour aller un petit peu plus loin, dire ça m'intéresse votre truc, mais on pourrait un peu discuter un petit peu plus sur ça. Et là, je commence à être dans la phase justement de découverte des besoins. Et là, c'est là où en fait je vais mettre un rendez-vous avec un vendeur, un account manager, qui va aller dans ces étapes de vente. Donc là, ça veut dire que le client est assez mûr. Et donc, ce rôle de SDR, il est en amont, il est sur la phase d'engagement, il travaille avec des outils, de la data, et donc, c'est vraiment un écosystème avec LinkedIn intégré, évidemment, de façon à ce qu'on comprenne bien qui je cible, qui sont les personas, quel type de data, la dernière data que j'ai dans les mains qui peut être à jour, pour pouvoir alimenter ce pipe et ces opportunités le plus vite possible pour les vendeurs. Vous vous rappelez, tu te rappelles là, sur le 25% de temps, en fait, ce 25% du temps, il est vraiment effectif à partir de la découverte des besoins sur du lead qualifié. Donc l'enjeu pour le marketing comme pour la vente, c'est de fournir ces leads qualifiés, suffisamment mûrs. Si je passe des leads pas suffisamment mûrs à ma force de vente, c'est très contre-productif. Donc ça, c'est un vrai challenge que l'on va avoir en génération de pipe. C'est une responsabilité en dehors du marketing. C'est pas que le marketing. C'est le marketing et la vente qui va se professionnaliser. Après, donc, on a les account managers qui vont faire ce travail jusqu'à la signature. Et puis, effectivement, après, en fonction du type de compte, alors on peut pas mettre du CSM, du Customer Success Manager sur tous les comptes. Ça serait vraiment luxueux. Mais l'idée, c'est que sur du grand compte,
où j'ai besoin de m'assurer du développement déjà du produit, mais également de travailler sur ce qu'on appelle également du cross-selling, c'est-à-dire que sur une entreprise, on a plusieurs expertises, très souvent, en fait, justement sur ce phénomène de silo, on manque des opportunités de développement de revenus et de développement d'expérience client fournisseur, quoi. C'est comment je m'assure d'amener plus de valeur encore à mon client dans ses priorités. Et ça, c'est un axe très important chez nous également. C'est comment on va aider sur cette partie cross-selling, parce qu'on s'aperçoit qu'on est très bon avec tel service sur telle solution, et puis à côté, on n'a même pas posé la question au directeur administratif et financier s'il avait des besoins sur tout ce qui peut être gestion de taxes, de relations bancaires, etc., quoi. Non, absolument. Je te rejoins totalement sur là où moi j'aimerais double-cliquer avec toi, Nicolas, c'est sur ce rôle de CSM, Customer Success Manager, pour pas que tu me dises que je n'utilise que des acronymes. Okay. Nous l'avons également en place chez LinkedIn Sales Solutions, et mes observations sont que le rôle est vital. Puisqu'on vend une offre de valeur, on a vraiment besoin que le client qui s'approprie notre offre de valeur, notre force de proposition, nos solutions, génère de la valeur pour lui-même, okay, et donc renouvelle ses contrats et continue de prospérer. Donc il y a l'enjeu du change management. Ah, celui-là. Il y a l'enjeu de la proximité avec l'activité commerciale. Donc, le CSM a plusieurs casquettes. C'est un véritable défi qu'il porte, à mes yeux. Un petit peu formateur, porter le change management, de la gamification, et tout ça en parfaite collaboration avec une personne clé au sein de l'entreprise. Alors, tu vois, tu parlais de ce change management. Donc, ce change management, on l'a à la fois, évidemment, dans ces étapes de vente et cette spécialisation. En fait, je l'ai mis également en place au niveau de Sales Enablement, parce que Sales Enablement va justement aider sur l'ensemble de ces typologies de vendeurs. Créer cet écosystème, développer des contenus, je ne vais pas dire que ce n'est pas très compliqué, mais c'est atteignable. Ce que je me suis aperçu, c'est que la plus grosse difficulté, c'est le changement de pratique. C'est comment on s'assure que on n'a pas juste une vitrine avec des outils fantastiques où à chaque fois qu'on fait un sales kick-off, un événement client, etc., waouh, c'est beau, et hop, après on reprend ces bonnes vieilles habitudes. Mais comment on aide à sortir de sa zone de confort et vraiment aller chercher le petit créneau qui nous manque, c'est justement de oser des petits pas pour changer. Et c'est la raison pour laquelle cette année, j'ai mis en place des Field Sales Enablement. Mmh. Les Field Sales Enablement que j'ai mis en place, alignés sur chaque business unit, c'est vraiment pour accompagner le vendeur et le sales manager sur le changement de pratique. Bien observer comment travaillent les vendeurs actuellement, observer sur la formule à performance qu'on utilise, donc totalité du pipe, nombre d'opportunités, par le deal moyen, multiplié par le taux de succès, divisé par la durée des cycles de vente. Ça, ce sont nos indicateurs leviers sur lesquels on travaille avec l'équipe Sales Enablement et Sales Ops, de façon à ce qu'on puisse regarder où est le problème. Est-ce qu'on n'a pas assez d'opportunités, ou c'est le tonneau des Danaïdes et puis le win rate, il n'est pas là du tout, quoi. Donc, je peux aller chercher plein d'opportunités, mais si je ne m'améliore pas en taux de succès, ça ne va pas. Donc, en fait, là, c'est bien l'observation du Field Sales Enablement qui va regarder exactement les chiffres et les pratiques pour être pas seulement sur le combien, mais sur le comment. Comment on fait ça? Et on l'a vu tous au moment du Covid, quand... tout d'un coup, on s'est mis à faire des meetings web, etc. J'imagine que c'était pareil que chez vous, chez LinkedIn ailleurs, et plein d'autres boîtes. Mais t'es en mute, non, t'as pas partagé, ou la personne n'est pas au centre, ou elle est complètement contre-jour, ou etc. Mais c'était l'enfer. L'enfer. Donc ce changement de pratique, on l'a vu au fur et à mesure s'améliorer.
Nous, typiquement, on a rebondi là-dessus pour développer des modules un peu de formation ou de tuto pour dire, voilà, comment je fais pour pitcher une discussion avec un client au travers d'une webcam. Bien sûr. C'est pas parce que c'est une webcam, c'est même plus compliqué parce qu'en fait, j'ai pas le langage du corps, le body language, pour bien comprendre, calibrer un peu ce que je viens de dire, ça a de l'impact ou ça n'a pas d'impact, etc. C'est compliqué quand même au travers d'une webcam. Donc ça se prépare. Ça se prépare, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc il faut s'entraîner, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ces Field Sales Enablement qui vont travailler sur tous ces nouveaux jobs, mais également évidemment sur tous les changements de pratique. Pour rebondir sur ta dernière phrase, le changement de pratique, une observation interne propre à LinkedIn, effectivement, le défi qui a été, je pense, particulièrement bien opéré, a été de s'assurer à ce que ce changement de pratique soit supporté par l'entreprise dans son entièreté, c'est-à-dire du top jusqu'aux utilisateurs finaux. On a reçu en interne des emails même de notre CEO lui-même qui s'exposait en interne en disant qu'il allait lui aussi passer par ces formations pour s'adapter à ce nouveau normal. Et ce n'était pas juste une formation pour les commerciaux ou une autre partie de l'organisation. Vraiment tout le monde, du CEO. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Je l'ai très souvent vu sur le programme Social Selling. Les médias sociaux, notamment quand on indique à un vendeur « passe ton profil LinkedIn d'un profil de CV en ligne, pas toujours très bien fait, à un profil où tu montres déjà ton authenticité dans ce que tu sais faire, dans ton expertise, en quelle valeur toi, en tant que capacité, connaissance que tu as, qu'est-ce que tu amènes ?» Très souvent, cette réaction de « non mais je suis pas expert », parce que c'est également culturel. En tant que Français, on ne se détermine pas expert, c'est les autres qui disent qu'on est expert. Donc ça veut dire qu'on a également un travail à faire sur notre façon de travailler, de s'exposer, de prendre la parole. C'est pour ça que ça fait des difficultés lorsqu'on utilisait justement Teams ou autres réunions, et que très souvent, je le vois encore, la plupart des caméras sont éteintes. Elles sont éteintes. Parce que c'est comme à l'école. Bon alors, qui veut venir au tableau ? Boum, tout le monde. Hop là, tout le monde est éteint, tout. Je me mets derrière le radiateur et j'y vais pas. C'est pas une culture anglo-saxonne où tous les matins, allez, tiens, t'as un petit quart d'heure, tu m'expliques un petit peu ce que t'as fait hier, c'était quoi, c'est sympa. Et ils sont habitués à pitcher. Peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est d'ailleurs que ça devient un peu excessif. À nous d'amener notre côté culture française, avec talent, avec tous les éléments qui vont faire que ça va devenir intéressant. Et là, ça commence à être chouette. Ça commence à avoir des vrais échanges. Et en fait, la vente, c'est ça. C'est avant tout des échanges. Et puis, s'intéresser aux autres. C'est être curieux. Pourtant, on a une sale expression en France. C'est la curiosité est un vilain défaut. C'est quand même catastrophique, ça, quand même, pour la vente. C'est une très c'est quand même incroyable. Non, très, très, très bon point qui nous amène un petit peu au temps alloué à cette conversation, Nicolas, qui pourrait durer encore des heures, je pense, parce que je sens ton enthousiasme. Et encore une fois, comme je le disais en intro, nous sommes sur une thématique vibrante. On le voit tous les jours auprès de différents acteurs du marché. Merci énormément pour ce partage que tu nous fais avec la casquette Cégide. J'adore. On a couvert pas mal de sujets, et même sur la finalité de tes propos, on revient encore sur l'humain. Être curieux, la technologie doit supporter une relation humaine. C'est un défi. Ça va passer par du coaching, donc de la formation. Ça va passer par la mise en place de certains rôles tactiques tels que Sales Enablement au sein des entreprises. Ça va passer par une cohésion au niveau des échanges des différents acteurs au sein de cette entreprise. Ouais. Donc le Sales Enablement va être proche du DSI, proche du marketing, un rôle de chef d'orchestre, si je puis dire.
Ça va passer par le digital, indéniablement, la data, voir comment harmoniser ces différents flux d'informations avec les bons systèmes qui vont s'intégrer les uns aux autres. Okay, et puis réussir à toujours rester curieux, je reprends encore une fois tes propos, donc avoir cette capacité d'écoute, être capable de suivre les mouvements, les centres d'intérêt, les sujets d'actualité qui sont tant importants pour nos différents acteurs ou interlocuteurs afin de toujours être au plus proche de la valeur qu'on peut leur apporter. Est-ce que j'ai réussi à toucher un petit peu? C'est passionnant. On arrive à un moment où on va être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait. Hein, j'avais un collègue en Angleterre, que je travaillais chez Xerox, qui disait à un moment, le marketing, c'était du spray and pray. Hein, donc j'arrose large et puis j'espère que je vais avoir quelque chose qui va retomber dessus. Maintenant, on est capable d'avoir un vrai ciblage pour que ce que j'amène a vraiment du sens. Et donnons du sens à nos vies, à nos métiers. Ne nous laissons pas emporter par la technologie, mais la technologie, elle est extrêmement importante. Donc dominons-la et n'ayons pas peur de dire « je ne sais pas ». Trop souvent, je vais dans des meetings, il y a une présentation, machin, puis j'ose pas dire que là, j'ai rien compris. Donnons-nous le droit de dire « écoute, je suis désolé, mais ce que tu viens de dire, ce que je n'ai pas compris ». Donc, je ne suis pas idiot, c'est juste, je n'ai pas saisi dans tes mots, dans la façon dont tu l'as présenté. Donc, avançons tous ensemble, mais franchement, le chemin, il est passionnant devant nous, passionnant. Absolument, absolument. Nicolas, merci beaucoup, encore une fois. Nicolas Aliou, de chez Cegid. Merci. Et puis, j'espère à très bientôt. Avec plaisir.